Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Awalas TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. J'espère qu'en ce début de week-end, en ce vendredi, tant bien que mal, vous avez passé une belle journée avec vous et vos proches. Je rappelle bien évidemment, prenez soin de vous. La pandémie continue avec la Covid-19. Les gestes barrières, c'est vraiment très très important pour vous, pour vos proches, les plus âgés, mais aussi pour les personnes que vous allez rencontrer. Donc tout simplement le masque. On essaye d'éviter de manipuler, de toucher le moins possible. On se lave les mains et puis on essaye de garder 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de distance lorsqu'on discute. Les réseaux sociaux, bien évidemment, de la page YouTube, la page Facebook d'Awalas TV. On vous invite à partager et à liker. Un petit retour dans l'histoire tout de même. Le 9 février 2019, la coupole d'Alger, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika est donc officialisée. Bouteflika au pouvoir en tant que président, en tant que chef de l'État, plus d'une génération, 20 ans au pouvoir. Mais ce jour-là, en fin de meeting, les Algériens vont vivre un moment unique et les Algériennes sont à nouveau meurtries, tout simplement heurtées dans leur dignité pour annoncer l'arrivée en fin de meeting de Bouteflika, un président totalement absent de la scène politique médiatique, un homme aux plus hautes fonctions de l'État, je le rappelle, qu'on n'a pas entendu depuis 2012 suite à un AVC, arrivera tout simplement, sera présenté en photo figée à l'intérieur d'un cadre. C'est la goutte qui a donc fait dégoûter, j'en perds mes mots, la goutte qui a fait déborder le vase. Pendant des années, Bouteflika servira malheureusement à l'insu de son plein gré de marionnette. Il sera orienté, dirigé, manipulé par un entourage malsain, par une junte militaire prêt à tout pour continuer à commander le pays comme il le souhaite malheureusement dans ses propres intérêts. Un pouvoir, un régime qui souhaite continuer son chemin de dictature. C'est encore le cas aujourd'hui. On va y revenir avec nos invités. Tout simplement diriger, maîtriser le peuple, même si les choses ont changé maintenant depuis plusieurs mois. Dominer les Algériens et les Algériennes avec ses propres méthodes. Toujours de la censure, toujours de la répression. Un peuple laissé à l'abandon, absence de système de santé, d'éducation. Quelques jours après ce 9 février, donc, la révolution fait ses premiers pas. On s'en souvient, les premières grandes marches ont commencé dans plusieurs villes, un pays toujours uni encore aujourd'hui. Et c'est ça la force aussi, c'est l'une des forces de l'Algérie. On va en parler aussi ce soir, des Algériens et des Algériennes dans la force collective, toujours avec un même message. Daoula Madaniya, Machi Askaria, le peuple veut l'indépendance, le peuple veut la liberté, le peuple veut tout simplement vivre librement dans un pays qu'il aime tant. Mais malgré ces centaines de milliers de personnes qui ont manifesté en Algérie, mais aux quatre coins du monde, qui, je le rappelle, dans un pacifisme historique, venu des quatre coins du pays, revendiquaient ce changement radical, ce départ du système, eh bien, le pouvoir algérien, via son chef d'état-major d'époque, Ahmed Gaïd Salah, imposera une élection le 12 décembre, une élection qui restera dans les annales, encore une fois, des bureaux de vote vides, forte abstention, un boycott général, mais le chef de l'État a été donc nommé, investiture imposée. On y revient aussi avec nos invités. Demain, on est le 12 décembre 2020, ça fait exactement 1 an que le chef de l'État, Abdelmadjoud, est en place. 365 jours, l'Algérie se retrouve face au mur. Aucune diplomatie, exclusion des pourparlers, notamment dans certains dossiers, comme le Mali ou la Libye. Une mainmise de la France de plus en plus affirmée et présente. On l'a encore vu avec ce message de soutien d'Emmanuel Macron, président français. Une réforme de constitution imposée et qui est passée, encore une fois, malgré un boycott général le 1er novembre dernier. Une situation sanitaire dramatique due à la Covid-19. Alors vous me direz, bien évidemment, dans le monde entier, mais encore une fois, la problématique en Algérie, c'est que cette pandémie a été très très mal gérée, avec une absence quasi totale de l'État, un corps médical qui lutte tout seul et un peuple qui se retrouve tout seul face à cette pandémie. 365 jours d'intimidation, de répression, d'arrestation, une presse de plus en plus censurée et menottée, des partis politiques d'opposition menacés, attaqués devant la justice pour certains, notamment le RCD par exemple. Bientôt 1 an, rien ne change dans le bon sens. C'est le bilan qu'on va essayer de tirer ce soir. Awalas TV vous propose donc une première journée, une deuxième journée de couverture officielle pour en parler. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord le titre de l'émission. Vous allez le voir à l'écran avec toute l'équipe technique en régie. Algérie, 2 points, le pouvoir désunis, un peuple uni. Toujours avec nous sur ce plateau, donc à commencer par Lies Djebaili. Bonsoir Lies, bienvenue. Bonsoir à vous, cher Cassie. Donc, merci de votre invitation et je remercie mes chers camarades. Merci infiniment d'être là. Je rappelle, donc, vous êtes ingénieur économiste, vous êtes aussi fidèle à ce plateau. Merci encore une fois, financier. Vous êtes fondateur de l'Algérie droit devant. Le plaisir aussi de l'accueillir, analyste politique.
architecte de renom, vous faites un très très beau travail, enfin en tout cas c'est mon avis personnel en tant que, je ne suis pas architecte pas du tout, mais j'ai quand même un petit regard critique. Analyste politique, Samir Yahyaoui, merci d'être avec nous Samir. Merci pour l'invitation. Bienvenue à votre invité. Merci infiniment. Militant politique, il est avec nous, il est aussi sur le terrain depuis maintenant plusieurs mois. Il lutte pour que ce pays un jour voie le soleil, le sourire, la liberté. Il est avec nous, Azouaou Chemrouk. Bonsoir Azouaou. Bonsoir Chaman, merci pour l'invitation et je dis bonsoir à nos chers compatriotes qui nous regardent actuellement et je tiens à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un cher pendant cette pandémie. Et malheureusement, en Algérie, malgré encore une fois que ces chiffres soient totalement faussés, parce qu'on sait que l'état de santé en Algérie, excusez-moi du jeu de mots, est très malade, il n'y a pas de chiffres, et bien effectivement, vous avez raison de le souligner. Nous rejoindra au téléphone dans quelques minutes, militant politique aussi très connu sur le terrain en Algérie, Asdine Toumi, et nous avons donc la presse, je vous parlais de cette presse qui est de plus en plus malheureusement menottée, une répression, il est avec nous, journaliste Karim Kébir, bonsoir Karim. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs de AOS TV. Merci infiniment. Je viens à vous dans une poignée de secondes, Karim Kébir. Samir Yahyaoui, Azouaou Chemrouk, Elias Djebali, une première question en dessin avec dilemme. Vous allez regarder l'écran, j'ai proposé à Karim et Abdellah de nous afficher ce dessin. Première question, tout simplement, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est unique au monde. Unique au monde. Malheureusement, l'Algérie est en train de vivre encore un moment unique. Le chef de l'État a disparu. Je crois que c'est vraiment le mot. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est le 16 octobre dernier, lors de la venue de Jean-Yves Le Drian, un ministre des Affaires étrangères en Algérie. Totalement disparu le 16 décembre prochain. Ça fera 2 mois. Une question pour commencer en dessin. Elias Djebali, qui dirige l'Algérie aujourd'hui? Où est Abdelmajid Tebboune? Je vais rebondir sur la caricature de dilemme. Hein. La métaphore du cadre. La métaphore du cadre, et derrière, il n'y a personne. Donc l'Algérie, pour moi, elle n'est plus dirigée depuis quasiment 2013, depuis l'AVC de Bouteflika. Il n'y a personne qui dirige l'Algérie. C'est un pays complètement à l'abandon. Donc, le régime a abandonné son propre peuple. On ne sait pas que se passe-t-il. C'est quelque chose d'inouï ce qui se passe dans le monde. C'est atypique. On n'a jamais vu dans n'importe quel pays au monde une absence totale d'un président. On ne sait pas qui dirige. Qui dirige cette forteresse d'El Mouradia? On ne sait pas. Il est malade, il est hospitalisé, il est absent, il est en Algérie, il est en Allemagne, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Et mais derrière son absence, il y a un pouvoir occulte, des mains noires qui dirigent cette Algérie. Voilà. Donc, c'est une Algérie qui se dirige vers l'inconnu. Hein. On va y revenir dans le détail. Voilà, absolument. Donc, pour revenir à votre question, personne ne dirige l'Algérie sauf le pouvoir occulte. Voilà. Samir Yahyaoui, analyste politique, d'abord c'est dramatique, ça relève d'un film. C'est extraordinaire d'ailleurs vous exprimez, d'ailleurs je vais pour vous donner la parole, je suis allé un peu sur les réseaux sociaux des uns et des autres, 41 jours d'hospitalisation dans un hôpital en Allemagne, 52 jours après sa dernière apparition publique. Même la République la plus bananière aurait mieux géré, la dislocation est actée. Ça c'est sur vos réseaux sociaux. Où il est le président aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Je ne sais pas où il est. J'ai aucune idée. Ouais. Parce que vous avez repris ce que j'ai écrit sur mes réseaux sociaux. En fait, ils ont réussi à faire pire que l'hospitalisation de Bouteflika. On avait des images. On avait un président montré à la télé dans un hôpital ici aux Invalides avec son premier ministre à l'époque et son chef d'état-major. Aujourd'hui, on n'a ni son, ni image, ni même une photo. Vous n'êtes pas psychiatre, mais
Qu'est-ce qui se passe c'est une situation unique. Il y a certains présidents, chefs d'État, stars, comédiens, musiciens, beaucoup de personnes malheureusement ont été touchées. On a vu Trump, alors bon, qui en a joué un peu. On a vu Boris Johnson de chez lui. Je vais vous donner Pourquoi un est-ce qu'à un exemple- moment donné, on n'arrive pas? Je vais vous donner un exemple beaucoup plus frappant. Le roi du Maroc s'est fait opérer en France Oui. pour rassurer ses sujets. Pour le coup, là, ce sont ses sujets. Il a autorisé cette fameuse photo enfin, moi, à mon avis, qui était un peu dérangeante, allongée dans son lit d'hôpital, main tendue à des membres de sa famille, pour dire cette opération est réussie, qu'il est sorti de cette opération sain et sauf. Nous, ça fait exactement 55 jours aujourd'hui qu'il n'y a, encore une fois, ni son, ni image du chef de l'État. Et aujourd'hui, le 11 décembre, ironie du sort, une date historique sur le plan de la Révolution. Oui. Et aujourd'hui, ça veut dire si on part du principe que l'hospitalisation est le jour où le chef d'État ne pouvait plus exercer ses fonctions autant que chef d'État, c'est-à-dire on compte le 28 octobre, admettons que le 27 octobre c'est une journée où il était peut-être en train à ses fonctions. Si on prend à partir du 28 octobre, aujourd'hui nous sommes au 45 exactement, jours de son absence. Sur le plan constitutionnel, normalement, légalement, il y a une vacance du pouvoir. Faut-il encore que ça soit appliqué? Azov Yamouk, d'abord, vous êtes jeune, vous êtes militant, vous aimez aussi ce pays. Vous pouvez aussi, bon, la question effectivement que tout le monde se pose, mais vous avez raison, Samir Rioui, de dire on ne sait pas, en fait, personne ne sait. D'ailleurs, il y a aussi des suspicions qui disent que même ses proches, sa famille ne sait pas. Mais vous, d'abord, peut-être, votre avis sur cette situation où se trouve actuellement le chef de l'État, mais surtout en tant qu'Algérien, vous avez vécu les 20 années au pouvoir de Bouteflika, qu'on n'a pas entendu entre le 8 mai 2012 jusqu'à aujourd'hui s'exprimer. Quand vous voyez ça, vous êtes meurtri à nouveau, vous êtes touché. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors moi, franchement, je commence par la conclusion, et peut-être ça va vous étonner, c'est que moi, parler du président actuellement, du chef de l'État, relèverait de la normalisation, de la reconnaissance de ce chef de l'État. Alors il y a une différence entre chef de l'État et président. Et président, absolument. Même en parler, je pense, relèverait de la reconnaissance de ce président, alors qu'il y avait un péché originel, un certain 12-12, et nous sommes à la veille du 12-12-2019. Donc je pense que parler de l'absence ou de la présence du chef de l'État relèverait de sa reconnaissance. Maintenant, si on parle du régime globalement, le régime, il opère toujours dans l'opacité. Donc c'est un système opaque, un système qui opacifie toutes les actions et toute la scène politique. Bien évidemment, donc parler du chef de l'État qui est absent actuellement, bien évidemment, il ne peut pas médiatiser parce qu'il y a la légitimité. Quand on manque de légitimité, on ne peut pas tout montrer. Vous avez cité, par exemple, le cas du président américain Donald Trump qui a médiatisé sa maladie. Il n'y avait pas de mal dans ça, mais parce qu'il est légitime. Il sait qu'il n'y aura pas de coup d'État s'ils annoncent la maladie ou la vacance du pouvoir. Donc, comme il y a l'illégitimité du président, donc ils opèrent dans l'opacité. Maintenant, si on revient sur l'usurpation des fonctions présidentielles, le régime a toujours opéré dans ça, dans l'usurpation des fonctions présidentielles. Du moment qu'il y a une illégitimité, il n'y a pas eu d'élection transparente et légitime dans laquelle on consulte le peuple pour donner son avis sur les candidats. Donc, Tebboune aussi est un usurpateur. Donc là, on est dans le cas d'un usurpateur usurpé.
Donc c'est Tebboune qui est usurpé. Je pense que cela ne fait pas de Tebboune, ne le remet pas dans le droit chemin politique et ne fait pas de ces usurpateurs des égarés de la démocratie. Donc je pense qu'en parler actuellement, ça relève de la reconnaissance et de la normalisation de ce régime. Je peux rebondir. Allez, je voudrais juste rapidement, juste pour dire, parler de Tebboune en tant que chef d'État n'est pas lui donner une légitimité, mais nous sommes quand même face à un régime qui est responsable. C'est-à-dire qu'il faut mettre le régime face à ses responsabilités. Vous me prenez les mots de la bouche, c'était justement la prochaine étape. Même s'il y a cette opacité, c'est bien de parler de cette disparition. D'abord, ça veut dire qu'on continue à faire subir quelque chose de conséquent aux... C'est pas nous qui sommes aux commandes, c'est eux. Bien évidemment. Et puis les Algériens aujourd'hui sont face à une situation totalement... on se retrouve vraiment face à des situations très, très complexes à différents niveaux. Karim Kébir, journaliste en direct en Algérie. Rebonsoir Karim. Bonsoir. Merci Karim Kébir d'être avec nous. D'abord, en tant que citoyen algérien, vous êtes journaliste, je le rappelle, vous êtes en Algérie maintenant, c'est ce pays qu'on aime tous tant. Qu'est-ce que vous ressentez humainement d'abord on se souvient de je le disais tout à l'heure, lorsque Bouteflika a été présenté dans un cadre. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, lorsqu'on est en train de revivre quelque chose qui relève peut-être d'Hollywood, j'ai envie de dire? Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas de la part d'un régime quand même qui a montré l'étendue de son incapacité ou peut-être son refus aussi. Ça dépend, on peut toujours en débattre là-dessus. Après une année et demie quand même de Hirak populaire, on a vu quand même comment il a traité avec le mouvement. Donc forcément, on ne doit pas s'étonner aujourd'hui à ce qu'il récidive ou qu'il réédite un peu les mêmes bêtises, parce je crois que il y a d'abord un problème culturel chez eux, chez les dirigeants. Ils sont toujours scotchés, donc leur horloge est scotchée dans les années 70. C'est des gens qui n'ont pas mesuré encore l'ampleur des mutations qui sont opérées dans la société. Ils sont dépassés un peu par les nouvelles technologies et puis probablement faute de légitimité, donc ils obéissent un peu à des pressions étrangères. Et là, vous avez le sentiment que c'est un régime qui s'est recroquevillé sur lui-même et qui peine à apporter le changement. Donc forcément, on revit toujours la même chose et je crois qu'il est dans un délabrement avancé. Donc personnellement, je ne m'attends rien de la part d'un régime pareil. Qu'est-ce que... Selon vous, alors c'est le titre de l'émission, hein, le pouvoir est de plus en plus désuni, aucune légitimité depuis maintenant des décennies, pas de campagne, si on peut appeler ça une élection, lors du 12 décembre. Il est impossible aujourd'hui pour un ministre d'aller à la rencontre de la population et encore moins le chef de l'État à l'époque, si je puis me permettre. Donc on voit que ce pouvoir aujourd'hui il est désuni, mais pourquoi, encore une fois, on a compris que le Hirak est présent. Je rappelle que même si les gens ne sortent plus dans la rue, et les invités vont en parler aussi, ça continue encore. On a vu tout de même que le Hirak continue, que la révolution continue, que la jeunesse a changé, les réseaux sociaux, l'Algérie a retrouvé sa citoyenneté. Il y a un réel changement et on sait très bien qu'elle est déterminée, elle le restera et ça ne se passera plus comme Bouteflika. Mais ce pouvoir, malgré cette force du Hirak et malgré qu'il soit totalement aujourd'hui désuni, on voit ce panier de crabes qui sont en train aussi, c'est très compliqué pour savoir qui fait quoi et comment quelles relations ils ont entre eux. Mais il insiste, selon vous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout de même, encore une fois, ce culte du secret? Est-ce qu'il y croit encore, ce pouvoir, vraiment, à continuer à dominer le peuple? Oui, mais bien sûr. En tout cas, j'ai l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont complètement coupés de la réalité. Mais par ailleurs, on peut aussi supposer qu'ils sont hostiles au changement.
ils peuvent avoir compris tout de même que sur la nécessité du changement, mais en même temps, ils sont hostiles pour X raisons, pour d'abord des intérêts internes au régime, aux différents clans autour de la rente, et puis parce que aussi de l'extérieur, peut-être il y a des forces, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions, quand même il y a beaucoup de pays qui ne souhaitent pas pour le moment, en tout cas dans la rive sud de la Méditerranée, qu'il y ait du moins dans cette sphère, ce qu'on appelle l'espace arabo-musulman, qu'il y ait tout de même une démocratie aboutie, parce qu'il y aura l'effet domino, peut-être. Mais en même temps, au-delà de cette éventuelle hostilité, en tout cas contre le changement, je considère pour ma part que culturellement, ils n'ont pas encore, ils ne veulent pas, ils n'ont pas encore acquis cette culture et cette nécessité du changement. Vous voyez le dernier exemple, ce qui s'est passé entre le Maroc et les États-Unis, au moment où chez nous, quand même, on parle d'un front, de la constitution d'un front intérieur, soi-disant pour affronter les défis qui s'affrontent à l'Algérie, notamment sécuritaires sur les frontières. Mais malheureusement, en parallèle, on a des jeunes qui sont envoyés en prison parce qu'ils ont écrit une critique sur Facebook. Donc il y a quelque chose, de mon point de vue, il y a un divorce qui relève un peu c'est une divergence de culture entre le peuple et ses dirigeants actuels. On ne peut pas tout de même appeler à constituer un front intérieur et en même temps envoyer des jeunes en prison, on ferme on empêche les partis d'activer, on fait de la pression sur les médias, on ferme des sites électroniques. Donc il y a quelque chose qui me semble qui relève un peu d'un véritable déphasage. Il n'arrive pas à mesurer cette nécessité absolue et impérative de changement qu'impose aujourd'hui la situation. Avant de vous libérer, dernière question, puisque bien évidemment, ce qui compte, c'est comment vivent nos frères et sœurs algériennes, cette jeunesse, l'école, la santé, l'université, l'environnement. Comment se situe, j'avais cette semaine au téléphone maître Zoubida Assoul, en échangeant avec elle, elle me disait on a l'impression aujourd'hui vraiment de vivre dans une boîte, dans une situation compliquée. Comment vous pourriez décrire la vie quotidienne des Algériens et des Algériennes? Alors même comme le dit clairement Azoua Chemrouk, c'est vrai qu'on n'est pas là pour peut-être légitimiser et pas du tout. Et puis le peuple a s'est exprimé là-dessus et s'exprime là-dessus depuis des années et des années. Mais tout de même, ce pouvoir, il est là. Il y a un chef d'État qui est là en place depuis le 12 décembre. Comment le peuple algérien vit-il aujourd'hui face à cette situation où il est livré à lui-même et puis un pays aussi qui économiquement, on va y revenir tout à l'heure, est en train de tomber dans une crise comme il ne l'a jamais vécue? Absolument. Moi, je vous dis, il y a quelque chose. J'ai beaucoup d'admiration pour le peuple algérien. C'est une chance inouïe que ce régime a affaire à un peuple quand même qui a mesuré toute sa prise de conscience, sa maturité. Parce que dans de telles conditions que vivent aujourd'hui les Algériens, un autre peuple à sa place, je ne sais pas comment il aurait réagi. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les conséquences du Covid sont terribles sur les familles, sur les travailleurs, sur beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Le pouvoir d'achat, quand même, est mis à rude épreuve. Et puis, il y a les incertitudes de l'avenir. Il y a aussi l'opacité et cette absence de lisibilité sur le plan politique. Mais tout ça font que, tout de même, le peuple vit cette situation avec dignité et quand même, il apprécie. J'ai l'impression quand même qu'il mesure un peu les enjeux, la difficulté de la situation, mais en parallèle, vous avez affaire à un pouvoir non seulement
qui est retombé dans l'opacité, mais en même temps qui n'offre pas pour le moment en tout cas des gages pour une perspective, c'est-à-dire pour aller à une ouverture en direction de la population, d'essayer de répondre à ses aspirations, d'essayer d'engager des mesures d'apaisement, d'ouverture, et de telle sorte à un peu se réconcilier avec cette population. Malheureusement, on est dans une situation où donc le peuple vit un moment très très difficile, comme je le disais, mais d'autre part, vous avez un pouvoir qui est là, on a l'impression qu'il vit dans une bulle et on n'arrive pas à percer le secret. Merci Karim Kébir d'avoir été avec nous. Je rappelle, journaliste, et puis je voudrais bien évidemment rendre hommage et avoir aussi une pensée à tous mes confrères et mes consoeurs, car c'est pas facile d'être militant, journaliste, avocat, médecin, même professeur des écoles en Algérie. On l'a vu encore, et je voudrais aussi la saluer, cette professeure qui malheureusement s'est quelque part fait un peu lyncher, excusez-moi du terme, par un wali lors de cette rentrée scolaire. Justement, on va revenir vers vous, Lyes Djebali, et comme le disait tout à l'heure Samir Yahyaoui, c'est qu'il est là, ce pouvoir. Il est en place et les Algériens sont face à cette situation. 365 jours où rien n'a changé. Plutôt, je faisais un bilan rapide, mais vous pouvez en parler longuement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce régime? On est déjà en train de mettre en place le prochain Tebboune. Est-ce que les Algériens pourraient être amenés à revivre tout un mandat comme ont pu vivre 7 ans, 8 ans d'Abdelaziz Bouteflika? Ce régime ne veut pas le changement. Il ne faut pas se leurrer. Ce régime ne souhaite plus le changement. Il n'est pas enclin au changement. Il refuse tout changement et toute ouverture démocratique. D'une, il n'a pas présenté des gages d'apaisement. De deux, son système il devient de plus en plus répressif. Le divorce, il est consommé, d'où la rupture éthique. Mais on voit qu'il est perdu, ce régime. Il ne est faut perdu. pas sortir de Saint-Cyr Oui. pour le comprendre. Il est perdu parce qu'il est perdu, déjà, il a perdu son propre peuple. C'est fini. C'est pas d'aujourd'hui, ça. C'est pas d'aujourd'hui, ça remonte. Il est perdu même sur le plan international. Il est perdu sur le plan intérieur. Sur le plan intérieur, qu'est-ce qu'on remarque? Ce qu'on appelle le Jazel Jadida, la nouvelle Algérie. Qu'est-ce qu'elle nous a offert, cette nouvelle Algérie? Le Jazel Jadida, qu'est-ce qu'elle nous a offert? La pauvreté, la récession, quasiment c'est un gouffre économique, on est au bord de l'implosion économique, la récession économique, les importations de plus en plus énormes, les exportations dépendant des hydrocarbures, la ruralité, elle est à l'abandon, la répression des militants, l'abandon de toutes les couches de société, quasiment ils naviguent à l'aveugle. Sur le plan international, c'est quasiment toute la diplomatie algérienne, elle est anéantie, elle est disloquée. Ils ne cessent de répéter, haranguer le peuple, de dire attention, attention à nos frontières. Mais voulez-vous l'autodétermination des autres peuples? Vous voulez prévoir la liberté des autres peuples? Offrez-la d'abord à votre propre peuple. Vous êtes en train de réprimer votre propre peuple. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce système? Honnêtement, à vrai dire, rien. Nada, pour une raison très simple, parce qu'il est toujours dans une position, dans une temporalité des années 60. Il ne comprend pas le changement, il ne sait pas c'est quoi la démocratie, il ne sait pas qu'il est temps maintenant de redonner, de restituer la souveraineté au peuple. Il sait que le peuple, il a une certaine conscience, un éveil politique, il veut le changement. Donc le peuple ne peut pas rester dans cette position et ce régime, on n'attend rien de lui. On n'attend rien de lui pour une raison très simple. On ne sait pas qui dirige l'Algérie d'ailleurs. 365 jours, hospitalisés depuis le 28. On nous annonce quelques bribes d'informations à gauche et à droite pour la consommation intérieure. Mais qu'est-ce qu'on attend réellement de ce régime? Il est absent. On n'attend rien de lui. Donc, la visière, donc le champ de vision, il faut le changer autrement. La lutte continue, El Hirak continue jusqu'à le changement radical.
On va en parler bien Voilà. évidemment de ce halak qui continue. Avant de vous donner la parole, Azouad Chamouk, je vais proposer à Abdellah de nous envoyer ces images. Vous allez voir ici le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui parle bien évidemment de la Hisaba. Et apparemment, pour lui, ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'Algériens qui sont pour justement cette Hisaba. Il parle même, je crois, de 80%. يعني ما يساعدهاش الاستقرار وما زالوا طامعين ويعاودوا يرجعوا بقوة وكذا وكذا. يا للحلم طبطب خلاص الشعب خرج للشارع فيني القطار انطلق ولا واحد قادر يحبسه. إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر. اللي راه ضان يخرج راه يستنى يخرج وما زال. إذن نكونوا أهل للمسؤولية نتاعنا، أهل للثقة تاع المواطن. لما نقول المواطن أنا نقول لكم حسب الإحصائيات وحسب التحريات 80% تاع المواطنين حامدين ربي على السلم الاجتماعي وحامدين ربي اللي البلاد ما مشاتش للمأساة لا نتاع ليبيا ولا نتاع سوريا ولا نتاع دول أخرى. حامدين ربي. Voilà, Abdelmadjid Tebboune qui parle de la Hisaba et qui dit clairement donc, que les Algériens y croient, sont fidèles. Alors une réaction d'abord sur ce que vous venez d'entendre, peut-être Azouad, et puis la question aussi que je posais tout à l'heure, pour continuer un peu sur votre lancée. Samir Yahyaoui, il est là quand même, ce pouvoir tout de même. Oui, donc si je prends la première partie de votre question, c'est qu'on aurait assisté à une scène digne d'une scène nord-coréenne. Un discours pompeux qui ne veut rien dire, juste pour satisfaire peut-être une certaine partie dans le pouvoir ou peut-être certaines parties dans la société algérienne. Mais ça ne veut rien dire. En plus, il a dit 80% qui remercie Dieu de la situation actuelle. Donc les 20%, donc c'est comme si les 20% ne sont pas satisfaits et puis peut-être ils veulent le pire pour ce pays. Hein. Donc d'après, c'est ce qu'il vient de dire. Maintenant, oui, le pouvoir, il est un pouvoir de fait et non pas un pouvoir de légitime. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec la situation actuelle, c'est-à-dire avec ce qu'on a. Le président, enfin le chef de l'État qui a été imposé, elle est là, donc ils font le pouvoir d'une manière générale. Il fait ce qu'il veut, ce qui lui semble salvateur d'ailleurs pour le pouvoir. Mais moi, j'ai pas peur. Pourquoi? J'ai pas peur à long terme, hein, dans l'absolu. J'ai pas peur parce que je sais que une deuxième révolution, ou peut-être un redressement révolutionnaire va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent nous prévenir ce redressement révolutionnaire. C'est qu'il y a la gestion à l'intérieur, la gestion économique, la gestion sociale, et la gestion politique. Ce que fait le pouvoir, c'est de nous diriger vers l'abîme. Aujourd'hui, pourquoi il est maintenu? Parce qu'elle a des offres à proposer, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. À l'intérieur, c'est des offres économiques, sociales, généralement, et puis politiques, peut-être pour certaines parties qui veulent le soutenir. À l'extérieur, généralement, c'est économique. Donc, à l'extérieur, c'est des marchés. Et malheureusement, ce qu'on a vu pendant la crise du système, pendant la révolution, c'est que le pouvoir a signé des accords avec des multinationales, avec des puissances étrangères, et même il avait offert sur un plateau au nord l'armée algérienne c'est-à-dire l'intervention de l'armée algérienne hors du sol algérien, ce qui a promulgué dans la Constitution, la mouture de la Constitution dernière. Donc tout ça, malheureusement, on a vu que toutes ces offres que le pouvoir a offertes à l'extérieur, on a vu le fiasco et le chou blanc
qu'a connu la diplomatie algérienne hier avec le communiqué royal du Marzen et la déclaration de Trump qui a marocanisé le Sahara occidental. Donc tout cela, à l'intérieur et à l'extérieur, et puis après, un élément très très important à l'intérieur, c'est qu'il y a la conscience du peuple qui est en train de se forger, la conscience de la société algérienne. Avant, il y avait certaines relations sociales entre la société algérienne. Aujourd'hui, ces relations sociales se sont bouleversées. Ce n'est plus ami-ami, ce n'est plus cousin-cousin, mais c'est devenu des amis de lutte et des compagnons de combat. Donc cet élément-là va jouer à travailler la société. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un fait accompli, comme on vient de le dire, et le pouvoir nous a mis dans ce fait accompli, c'est que nous avons une société qu'il faut travailler. On va essayer justement, peut-être c'est un travail de longue haleine, mais on va travailler la société pour que ce pouvoir-là ne puisse plus avoir un appui social dans la société. Oui, c'est vrai que c'est certaines personnes qui viennent aussi autour de ce plateau, autour de mon confrère Jamaldine, c'est vrai que beaucoup parlent aussi de responsabiliser de ce peuple aussi, qu'à un moment donné, ils se prennent en main tant bien que mal. Samir Yahaoui, peut-être une réaction là-dessus sur... Juste, j'aime pas la politique des anecdotes, mais les fameux 80%, ça correspond exactement, voire un peu plus, au boycott du référendum. Oui, ça veut dire pour ça, pour le coup, là, les comptes sont soldés. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il va se présenter 3 schémas à la situation politique en Algérie. Il y a un 4e schéma, ce que j'appelle les voies autorisées, ont commencé à esquisser ce 4e schéma, qui était un schéma possible que même moi je l'avais porté, je l'avais annoncé au mois de mars 2019 sur une conjoncture assez spécifique à ce moment-là, mais qui n'est plus aujourd'hui, enfin à mon avis, d'actualité. C'est le fameux Conseil des sages que aujourd'hui j'exclus. Je dis bien que je l'avais moi-même annoncé dans une feuille de route au mois de mars 2019, vu la conjoncture, vu la pression de la rue. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. 3 schémas se présentent. Le premier, c'est le retour de Abdelmajid Tebboune à ses fonctions. Sincèrement. Pardon. J'essaye. Enfin, on sourit quand on entend ça, mais c'est vrai qu'il est absent depuis 2 mois. Pourquoi on ne nous montre pas une photo? Oui, et puis Bouteflika était absent pendant 70 jours et ça a duré 7 ans. Je ne dis pas que ça va être le cas. C'est possible. Allez-y. Il ne s'agit pas de dire ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. De ma position, j'essaie d'expliquer les 3 schémas possibles dans un pays où un chef d'État est quand même absent depuis 55 jours. Ce qui fait tous les schémas sont à étudier, y compris celui le retour d'Abdelmajid Tebboune à ses fonctions. Alors quand je dis ça, moi je ne suis pas là pour dire est-ce que ça c'est possible ou pas. Je dis c'est un premier schéma, un scénario. Ce scénario sous-entend que ce chef d'État reprend ses fonctions pleinement et avec toutes ses capacités physiques et intellectuelles. C'est un homme qui a 75 ans, qui est malade avant même d'être hospitalisé. Il avait des maladies chroniques, c'est connu. Est-ce que ce schéma... Très gros fumeur. Des maladies chroniques. Je ne suis pas médecin, mais il a des maladies chroniques. Est-ce que ce schéma est possible? Moi, de ma position, à mon avis, non. Deuxième schéma, c'est celui de la vacance du pouvoir et de l'application de la Constitution 2016. Parce que la Constitution 2020 n'est pas promulguée. Elle n'est pas promulguée parce que le chef d'État n'est pas en poste pour la promulguer. Il n'y a que lui qui peut la promulguer. Il n'y a que lui qui peut la promulguer tant que la vacance du pouvoir n'est pas déclarée. Officiellement. Et je tiens à préciser que demain, le 12-12,
ça fera 30 jours que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs. Ça veut dire que c'est demain qu'elle doit être promulguée, sinon je ne sais pas ce qu'elle va devenir, cette fameuse Constitution 2020. C'est-à-dire ce deuxième schéma, vacances du pouvoir, application de la Constitution 2016 et la préparation de nouvelles élections présidentielles dans le timing prévu dans la Constitution, encore une fois, 2016. Pour aller vers ces élections, il faut que les mécanismes d'une élection présidentielle transparente soient possibles à mettre en place. Je doute fort que le temps qui nous est accordé pendant cette vacance du pouvoir et que le régime, enfin en tout cas que ce soit assuré par le président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la Chambre haute, soit possible dans ce temps-là, dans ce temps, pardon. Ce qui va ramener à un refus, encore une fois, des Algériennes et des Algériens de ce deuxième scénario. Le troisième scénario, c'est celui d'accepter définitivement que le pouvoir est pied au mur et d'ouvrir une transition. Mais, encore une fois, faites attention à ce que j'ai appelé ici sur votre plateau la vraie fausse transition. On va y revenir sur cette transition et sur aussi l'avenir. Vous vouliez réagir Oui, tout à fait. Alors, moi, je rejoins quasiment. Moi, je vous pique tout simplement. Ouais. Le but de l'Union, c'est que vous preniez la parole, mais c'est possible avec ce pouvoir qu'à un moment donné, on impose à Abdelmadjid Tebboune. Alors, je comprends votre rôle d'analyste et de proposer des scénarios. Mais en fait, malheureusement, je ne veux pas faire peur aux Algériens, mais tout est possible. En fait, donc, il y a plusieurs... Pardon. Ouais. Non, allez-y. Il y a plusieurs scénarios qui se présentent. Le premier scénario, un cas de figure pour moi défavorable, le retour à ses fonctions de Tebboune. Moi, je ne dis pas président, de Tebboune à ses fonctions. Suite à ça, excusez-moi du peu, c'est exclu. C'est exclu. Ou alors, là vraiment, sinon, ça veut dire qu'il prendrait des vacances. Ça me fait penser à un film de Funès qui s'appelle Le Grand Restaurant, où on a un président qui prend des vacances pour s'aérer. Donc, ça veut dire qu'il a pris 2 mois de vacances. Enfin, je ne vois pas comment il pourrait revenir la fleur aux dents. Moi, la question... Je voulais juste vous poser une question. Mais pourquoi c'est exclu alors que c'est le scénario le plus plausible? Elle est actuellement, si on parle du chef de l'État, elle est actuellement le chef de l'État. Donc, s'il a toutes ses capacités mentales et intellectuelles et physiques, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le scénario le plus plausible. C'est des cas de figure. Donc c'est des cas de figure. On joue c'est des variables d'ajustement. La première variable, est-ce qu'il revient ou pas? Apparemment, son absence, elle ne cesse de durer. Ça veut dire que son état de santé, il n'est pas. Voilà. Ouais. Donc, Maintenant, il faut être prudent quand on avance ces choses-là, parce que quand on analyse la situation, on n'a pas les éléments factuels pour analyser la situation sanitaire de Tebboune. On a dit un cas de figure. J'ai dit un cas de figure. Vous allez prendre la parole juste derrière. J'ai dit un cas de figure, c'est le plus défavorable. En fait. Donc le retour, c'est exclu. Quand est-ce qu'ils vont sortir ce fameux article 102? Qui va saisir le Conseil constitutionnel? Est-ce que ce sera le rôle de Chengueleha? Le Conseil constitutionnel de l'Algérie, il s'auto-saisit. Il s'auto-saisit, mais personne ne peut le saisir. Il s'auto-saisit. C'est aussi, encore une fois, une des particularités du système. Quand est-ce qu'il va saisir pour l'application de l'article 102? Le deuxième cas de figure, est-ce qu'il n'y a pas une succession? Est-ce qu'il ne prépare pas une succession à Tebboune? Le troisième cas, est-ce qu'ils ne vont pas déclarer ce qu'on appelle une période de transition? Cette période de transition, elle est préjudiciable pour le Hirak, il faut le savoir. Parce que si on propose une période de transition, le rapport de force, il n'est pas en faveur du Hirak, il est en faveur du système. Et alors, c'est pour ça que je dis deux façons de voir cette période de transition. Est-ce que c'est une vraie fausse transition ou est-ce que c'est une vraie transition? Je ne pense pas que... Oui, il y a un rapport rapidement pour les téléspectateurs aussi qui nous suivent et qui ne sont pas spécialement, qui ne baignent pas spécialement comme nous un peu dans ce combat, etc. Une vraie transition. La transition idéale, ça serait? Ça serait d'ouvrir complètement le champ politique
et de s'asseoir autour d'une table de négociation. Oui, mais il n'a pas eu de... Il faudrait que le régime accepte de s'ouvrir entièrement à l'opposition. Une grande question, ça. Peut-on négocier avec des gens au pouvoir qui ont totalement exclu et d'ailleurs, attends, si je peux me permettre sur ça, c'est important parce que notre rôle aussi, à un moment donné, c'est ce que je dis toujours, Chaban, je suis pas là, moi je suis pas un agitateur. Il faut dire les choses. Il y a un conflit. Dans un conflit, il y a 2 protagonistes, voire 3, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il y en a 2. Il y a un régime et il y a des citoyennes et des citoyens. Et dans un conflit, les protagonistes du conflit sont appelés à négocier. Sinon, on peut continuer à se nier, à s'ignorer, on n'ira pas loin. Je dis bien la négociation sera nécessaire dans chaque conflit. Je dis négociation, je ne dis pas dialogue. Oui, c'est 2 choses différentes. La sémantique des mots est importante. C'est vrai. Alors, en parlant de négociation, vous allez réagir, le tour de table aussi est important. On va justement voir ici, écouter à nouveau Abdelmajid Tebboune, et vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit sur le Harak. Pour lui, ce 22 février, c'est une date qu'il ne faudra jamais oublier. D'ailleurs, il en a fait une date symbolique. نبلغكم رسميا بلاني مضيت المرسوم اللي يجعل من 22 يوم وطني وسميناه اليوم الوطني لاتحام الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية. هذا هو العنوان تاع ودوك ينشر في الجريدة الرسمية ونبدأ نحتفل به سنويا إن شاء الله. وحقيقة لما قلت حراك مبارك بدون ما نزيد ندخل في التفاصيل أحمال البلاد من انهيار كلي. كادت الدولة الوطنية تروح نهائيا مثل ما راحت في دول أخرى اللي اليوم يحوسوا على وساطة باش يلقوا بيناتهم ويحلوا مشاكلهم ويحلوا. Voilà, Abdelmajid Tebboune qui voulait tendre la main au départ, il le disait en tout cas, il voulait tendre la main au Hirak. Bon, rapidement, je vous rappelle qu'il a imposé ce travail de réforme à peine 30 jours, son investiture avec ce certain nombre d'experts en juristes notamment pour jusqu'au bout d'ailleurs imposer quoi qu'il en soit. Et je rappelle vraiment que le résultat, il a été très faible avec un petit taux de 23,9% de participation le 1er novembre selon les chiffres, encore une fois, de la présidence. Il y croyait, Azouad Chemrouk, le chef de l'État, au départ au Hirak. Il voulait lui tendre la main. Encore dernièrement, il en a parlé. Mais ça, on sait totalement que c'est... C'est faux, c'est faux. Alors, il n'y croyait pas. Pourquoi? Parce que le régime n'a jamais cru aux initiatives qui émanent du peuple, de la population d'une manière générale. Et c'était l'occasion, après Abdelaziz Bouteflika, de se redorer un peu le blason de la légitimité, d'essayer de tendre la main tant bien que mal, d'essayer de s'ouvrir, que de réprimer. Enfin, il faudrait passer des heures pour parler de toute cette répression. Aujourd'hui, selon la Ligue algérienne des droits de l'homme, il y a eu un communiqué hier avec cette grande journée internationale. C'est 95 détenus environ à ce jour. Enfin, il aurait pu. Oui, il aurait pu. Donc, vous avez parlé de la main tendue. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? Parce que les gens ne sortent plus. Parce qu'il n'y a plus de mobilisation de la rue, quoi. Donc, il a tendu la main parce qu'il y avait une certaine force qui a été, un rapport de force qui a été constitué pendant. Donc, il l'a dit pendant que les gens continuaient à sortir à ce moment-là, je pense. Donc, et là, c'était juste un subterfuge, une stratégie. Justement. Il voulait tendre la main avant le 12 décembre. Parce qu'on tend la main à celui qui est plus fort que nous. Hein. Parce que si le peuple était plus faible, s'il n'y avait pas de mobilisation, s'il n'y avait pas de rapport de force, le pouvoir ne l'aurait jamais fait. Et d'ailleurs, pourquoi il ne le fait pas actuellement quand les gens ne sortent plus? Donc c'était juste une stratégie. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit même le Hirak Bini. Qu'est-ce qu'il fait, le pouvoir? Il essaye d'abord de mater toutes les révolutions. S'il n'arrive pas à mater la révolution, elle essaie de s'approprier ces initiatives. Ce qu'on a vu avec Bouteflika, par exemple, la cause identitaire de Tamazirt, le pouvoir a toujours essayé, a toujours refusé cette partie de l'identité algérienne, a toujours refusé. Mais quand il a vu qu'il y a une contestation
qui est en train de se former, un certain 2016. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a promulgué la langue amazigh comme langue nationale officielle, justement pour essayer d'absorber. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, le régime? Elle s'est approprié une cause. Et là, le Tebboune a fait la même chose. C'est que quand il n'arrive pas justement à maîtriser quelque chose qui émane de la société, ils essayent de l'approprier. Et quand le pouvoir s'approprie des initiatives populaires, elle les vide de leur sens. Donc il a vidé le Hirak, il a vidé cette révolution de son sens. Donc elle a essayé. Bien sûr. Donc elle a essayé même d'orienter ses revendications vers autre chose. Il a dit que voilà, l'Aïsaba est en prison, donc on a même répondu à toutes les revendications du peuple algérien, or que, comme vous le savez tous, que ce n'était pas vrai. Et ce n'est pas vrai actuellement, malheureusement. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire sur les subterfuges du pouvoir. Direction Alger. Merci Azouab Chamou. Je reviens vers vous trois. Asdine Toumi est avec nous. Bonsoir Asdine. Bonsoir, cher ami, bonsoir à tous tes invités. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment. Asdine Toumi, militant politique. D'abord, une minute. Je sais que vous êtes très proche de Karim Tabou en tant qu'ami, mais aussi en tant que militant politique. Une minute, comment vous réagissez, comment vous analysez ce verdict d'1 an de prison avec sursis et 100 000 dinars d'amende? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce verdict? D'abord, avant qu'on fasse nous-mêmes les réactions, les avocats ont immédiatement réagi à travers des posts Facebook ou des déclarations à la presse où ils ont clairement qualifié ce verdict d'abus parce que Karim Tabou a été déjà jugé pour les mêmes faits. Il a été condamné à 1 an de prison ferme par la Cour d'Alger. Il avait même passé plus de 9 mois en prison dans les Ombakléa. Donc, sur le plan juridique, normalement, Karim Tabou ne devrait pas s'être jugé une autre fois pour les mêmes faits. Ça, c'est pour le côté juridique. Et puis, sur le plan politique, il y a clairement la volonté du pouvoir de faire taire cet homme, de le faire chanter, en fait, de garder toutes ces affaires en justice, soit la condamnation à la prison ferme ou sursis, mais la volonté du pouvoir derrière tout ça, c'est de faire chanter Karim Tabou, c'est en quelque sorte d'essayer de le faire taire, de ne pas pouvoir exercer son droit de faire de la politique ou de militer tout simplement pour les causes justes. Et ça, c'est un scandale. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, qui est victime de ce genre d'agissement. Beaucoup de militants, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'activistes aujourd'hui, de journalistes qui sont soit en prison, soit à l'extérieur, harcelés par cette justice. Et le dossier de Karim Tabou est un véritable feuilleton, est une prise d'otage. Karim Tabou, aujourd'hui, il est pris en otage par la justice algérienne, tout simplement, après avoir été instrumentalisé par le pouvoir, cette justice qui est en train de prendre en otage un militant politique comme Karim Tabou. Asdine Toumi, demain nous serons le 12 décembre 2020. Il y a 1 an, le pays était en effervescence. Vous vous êtes longuement exprimé sur ce plateau, dans Sans Frontières aussi. J'ai eu le plaisir de vous recevoir à maintes reprises. Est-ce qu'il y a 1 an, on croyait à une petite lueur d'espoir? 1 an après, on pouvait avoir une école organisée un peu normalement, un état de santé un peu plus structuré, des moyens, peut-être qu'un pouvoir un peu plus souple, notamment que je rappelle que quelques semaines après le décès de Ahmed Gaïd Salah. Est-ce qu'il y a 1 an, vous y croyez à cette lueur de changement, j'ai envie de dire? Pas du tout. En regardant le plan du pouvoir s'exécuter étape par étape, on savait que ce pouvoir faisait tout pour se maintenir au pouvoir. Et en fait, les élections du 12-12 n'étaient
qu'une étape d'un plan qui a été mis en place au lendemain du 22 février et qui était tout simplement, en deux mots, une contre-révolution. Donc, aujourd'hui, si on essaye de faire un petit peu le bilan, le pouvoir il est dans une impasse totale, autant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Et j'ai écouté nos amis sur le plateau, ainsi que Karim Kibir. Donc, les gens aujourd'hui sont tous d'accord de dire que cette politique de pouvoir de se maintenir en imposant avec force, rappelons, si on essaye de voir de près ce qui s'est passé avant les élections de 12-12, c'est le fameux septembre 2019 où il y a eu plusieurs arrestations, dont Karim Tabou, Fawad Boumala et les autres. C'était la première fois que le pouvoir a vraiment fait tourner cette machine judiciaire qui était sous ses ordres. Donc aujourd'hui, cette impasse, malheureusement pour les Algériens, fait perdre un temps fou pour notre pays, parce que le pouvoir, il croit gagner du temps en essayant de se maintenir tant bien que mal avec la crise sanitaire, avec la situation diplomatique qui se dégrade, et puis la situation intérieure sur le plan économique et sur le plan financier, etc. Donc le pouvoir essaye de se maintenir avec tous ces problèmes en essayant de bricoler soit des textes de loi ou en utilisant ces médias, etc., pour donner l'image d'un pouvoir qui a le contrôle de la situation, qui a une visibilité, qui porte un projet, etc. Or que nous savons tous qu'ils sont dans le bricolage et ils essayent, eux, de gagner du temps, mais en fait, ils sont en train de faire perdre un temps fou pour notre pays, un temps fou pour l'Algérie. Ils essaient effectivement de gagner du temps. Alors nous ici, effectivement, quand on est à l'étranger, on a un autre regard. Quel regard ont les Algériens et les Algériennes par rapport à ce pouvoir? Je pense que le regard, le comportement, le regard a totalement changé par rapport à 2014 sur ce 4e mandat de Bouteflika, ou encore il y a quelques mois. On sent tout de même que le peuple se sent plus libre, malgré qu'il vit aussi dans une situation compliquée. Vous le disiez, donc le pouvoir, un an après, le pouvoir est déstabilisé. On parle de désunion. Voilà, il y a vraiment de gros soucis à l'intérieur de ce pouvoir, mais il y a aussi le peuple algérien qui vit quand même dans une sorte de sphère très, très difficile. Le peuple algérien a changé tout de même. Il y a moins de crainte, il y a un regard plus libéré. Le pouvoir, il est définitivement discrédité, mon ami Chaban. Aujourd'hui, ce peuple ne croit plus à tous ces mensonges, à toutes ces pièces théâtrales que joue le pouvoir, etc. Le pouvoir, il a essayé de se refaire une légitimité, en quelque sorte, une crédibilité. Et il a essayé de créer une nouvelle génération d'opportunistes, une nouvelle génération de chiétines, soi-disant sortis du Hirak, ou des anciens clients du pouvoir qui ont toujours été là quand le pouvoir avait besoin d'eux. Et il a essayé même de remettre en selle le RND, le FLN, etc. Ça n'a pas marché parce que ce peuple, il a pris un niveau de conscience, il a pris la décision d'aller vers le changement, quel que soit le prix. Aujourd'hui, ce peuple ne reculera pas. Et ça, c'est une évidence. Et le pouvoir, petit à petit, il commence à prendre conscience de tout ça. Moi, je pense que pour se sortir de toute cette impasse, il faut vraiment qu'il y ait une ouverture, une ouverture qui va déboucher sur un vrai changement, sur de nouvelles bases. Vous parliez de la situation en Algérie, sur le plan sanitaire, sur le plan de la vie quotidienne. Vous savez, en Algérie, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. L'économie n'est pas soumise aux normes scientifiques. La santé n'est pas... Le système de santé aussi, l'université, même l'université est le lieu du savoir, etc. Donc tout est soumis au pouvoir politique. Tout est politisé, tout est mensonge, etc. Donc c'est pour ça que nous, on veut que cette Algérie
et des bases, de nouvelles bases qui seront le savoir, la compétence, la transparence, la démocratie, les droits, les libertés, etc. Et pour aller vers tout ça, il faut se sortir de ces schémas classiques qui sont d'abord les schémas du pouvoir, parce que, j'ai écouté Karim Kébir tout à l'heure, parce que ce pouvoir, il n'arrive pas à innover, il n'arrive pas à trouver des solutions adéquates à cette nouvelle génération de jeunes qui est branchée sur les réseaux sociaux, sur un autre, ils ont un autre regard, cette jeunesse a un autre regard vis-à-vis sur la politique, sur la manière d'exercer le pouvoir, sur leur manière de vivre, etc. Le pouvoir, il se trompe complètement. Donc en se croyant qu'il est capable de maîtriser encore le peuple. Il croit que cette jeunesse n'est pas la jeunesse des années 90. Le peuple algérien n'est pas le peuple des années 90. Et le peuple a pris la décision d'aller vers le changement parce que dans sa tête, elle a changé sa manière de voir les choses. Et c'est au pouvoir de se mettre en corrélation, de se mettre en coordination avec ce hirak ou cette révolution, peu importe le concept, mais en tout cas pour aller de l'avant et pour faire la rupture définitivement avec ces schémas classiques qui concernent même une certaine élite, une certaine classe politique qui n'arrive pas à se sortir de ces appareils qui sont en train ces appareils qui les bloquent, qui n'arrivent même pas à produire des projets, d'idées et des choses. C'est pour ça que nous disons que la solution pour la crise algérienne, elle est dans cette révolution, elle est dans cette jeunesse, elle est dans ces slogans, dans cette ferveur, dans cette détermination, dans ce caractère pacifique, dans tout ça. Merci. Celui qui n'a pas compris, qui n'a pas reçu ces messages, il n'a rien compris à cette révolution. Je crois que une grande partie des Algériens et des Algériennes l'ont bien reçu et même aussi dans le monde entier, puisque cette révolution continue. Quelques secondes d'image, vous allez voir ici Abdelmajid Tebboune qui répond à un journaliste, si je ne me trompe pas. En tout cas, on lui pose la question. Vous aviez évoqué le retour de toutes ces sommes faramineuses dilapidées qui ont été corrompues, notamment à l'étranger. Alors, je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune avait dit « Oui, je vais les faire rapatrier ». Bon, d'ailleurs, ça avait suscité polémique parce que ça veut dire que réellement, il est au courant un peu de ce qui se passe. Mais écoutez la réponse. سيد الرئيس بالحديث عن رموز العصابة بالحديث عن سجناء الحراش ربما أموال طائلة سرقت ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ ونوريك الخطة نتاعي أنا أعطيك هذه خليها علي أنا شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لا كونتر الخطة. Alors pas question. Samir Yahyaoui, vous me regardiez, c'est vrai que ça peut être un peu risible, mais ça avait... Parce que je vais dire quelque chose, mais... Je vous en prie. Il est impossible de faire revenir cet argent. Bien sûr. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'existe pas 36 000 mécanismes pour faire ça. Il y a le troisième qui m'échappe, mais il y a 3 mécanismes pour cet argent qui est à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle la dette souveraine ou l'investissement. Troisième, je ne sais pas si l'IS peut m'aider, mais j'ai oublié. Bref, je m'explique. Quand un État souverain fait la demande à un autre État souverain sur ce type d'opération, il y a 3 mécanismes qui peuvent se mettre en place et malheureusement, il n'y en a qu'un seul qui peut être à la faveur de l'Algérie, mais sur lequel elle n'a pas son mot à dire. Alors, je vais regarder à la caméra, je dis aux Algériennes et aux Algériens, ce n'est pas possible de faire revenir cet argent dans des valises ou par un virement bancaire. C'est un mensonge. Mais je crois que ça, on le sait très bien. Je ne pense pas que les Algériennes et les Algériens savent quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour, en tout cas, réinvestir cet argent ou l'investir ailleurs. Pour que cet argent revienne en liquidité en Algérie, c'est peine perdue. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la dette souveraine? C'est que ça,
cet argent se transforme en dette souveraine que l'Algérie a en sa possession par rapport à ces pays. C'est-à-dire, j'ai 40 milliards, disons la Suisse pour faire court, et là, cet argent-là, la Suisse va vous le redonner en marchandises. Ça veut dire que l'Algérie pourra aller importer de la marchandise en Suisse pour une valeur de 40 milliards, de 50 en tout cas, de cet argent que la Suisse dispose. Mais les Suisses, ou n'importe quel pays dans le monde, ce n'est pas des gens qui s'embêtent. Ça veut dire que si un produit coûte X, ils vont nous le mettre à X fois 5. Ce qui fait qu'on récupère cet argent en perte. Ce qu'on peut faire, et c'est un des éléments qui peut être favorable pour l'Algérie, c'est rentrer avec cet argent dans le capital des sociétés où se trouve cet argent-là. Ça veut dire, admettons que c'est en Suisse, et prenons, je ne sais pas si CMN c'est une société suisse, on leur dit on rentre dans le capital avec tant et avec un pourcentage bien établi. Mais il faudrait encore Mais faut-il qu'il y ait que encore un l'État soutien? de ce pays accepte. Voilà, bien sûr. Ce que je dis, c'est il n'y a que 3 mécanismes pour ce type d'opération. Il est impossible de dire bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire un virement de 50 milliards de dollars parce qu'on a notre argent chez vous. Ça n'existe pas. Voilà. Réaction aussi sur l'économie. Et je vous lance aussi sur l'économie parce que l'Algérie vit déjà une grosse période difficile depuis plusieurs mois. Le manque à gagner, il n'y a plus de planche à billets. Donc économiquement. En fait, je rejoins Samir. Hein. Je termine juste mon lancement, c'est qu'aussi, il faudrait que, vous le disiez aussi, il faudrait aussi qu'il y ait pas une complicité, enfin une aide de ces pays-là. Quand on voit que Emmanuel Macron soutient Abdelmadjid Tebboune en disant qu'il est courageux et il ne soutient pas l'État, il soutient Abdelmadjid Tebboune dans cette période et qui a tous ces biens mal acquis aussi. Hein. Les pays, les présidents, les députés, personne n'évoque tous ces... Faisons l'abstraction. Les systèmes bancaires et financiers en Occident, ce sont des sociétés indépendantes et privées. Ce qui fait l'intervention des États, elle est pratiquement secondaire. La demande doit partir de l'État souverain, c'est-à-dire elle doit partir de l'Algérie. Alors quand on nous parle, pardon... un État pourrait tout... Si on parle des mâles bien acquis, donc ce sont ces villas, je crois que la fille... Il faut que l'Algérie se saisisse du dossier, oui. Voilà, que la France aussi saisisse de ce dossier en disant... Elle ne peut pas. C'est le pays concerné qui doit faire la demande. Pour qu'une enquête soit ouverte... Oui, bien sûr. Faisons exactement la part des choses. Nous sommes face à des régimes, quel que soit le soutien que ces régimes apportent à des régimes totalitaires, mais chez eux, ils appliquent la loi, ils appliquent la loi de la démocratie et de l'indépendance de tous les systèmes. Et ça peut les arranger aussi à un moment donné qu'il y ait des milliards qui arrivent dans un pays pour investir. Tout à fait. Moi, je suis une banque souveraine, donc quand je vois les milliards qui rentrent en plein, forcément, je vais essayer de les réinvestir autrement. C'est pour dire, moi, je rejoins complètement ce qu'il dit Samir, c'est qu'il faut que le peuple algérien sache, les MISMA, que l'argent qui a été volé, dilapidé, elle ne revient plus. On a 2 cas de figure très simples, la Tunisie et l'Égypte. Ils ont récupéré jusqu'à présent, surtout la Tunisie, aucun dollar depuis le départ de Ben Ali. Pourquoi? Parce que cet argent, elle part à l'étranger, elle est réinvestie dans des sociétés offshore, des écrans, des joint-ventures. Donc elle est complètement blanchie à des niveaux très très bas, et du coup on ne sait pas. Et en plus, si... faudrait-il savoir où se trouve Absolument, faut-il savoir où se trouve cet argent. Et aussi, il faut apporter la preuve incontestable que cet argent a été détourné aussi, une preuve aussi. C'est compliqué. Donc, elle tombe... Enfin, s'il y avait une justice en Algérie et un vrai pouvoir, ce serait peut-être pas si difficile que ça. Donc, il faudrait encore que la demande soit faite. Et je vais me répéter, il y a des mécanismes précis. Il peut y avoir dans un imaginaire collectif
que cet argent, c'est un virement bancaire. Non, mais on en parle. Ça ne se passe pas comme ça. Mais juste, si vous permettez... Je voudrais juste redonner la parole à... Non, mais allez-y, juste rapidement. 2 petites secondes, il faut savoir, on parle maintenant du présent, il faut sortir... Donc, le constat, c'est bien, mais l'action, mais qu'est-ce qui va arriver sur le plan économique en Algérie et le plan social? Alors, il faut savoir, depuis 2010, il y a 18 milliards de dollars d'importation, 10 milliards de dollars de services. Les réserves de change, on est à 44 milliards selon le gouvernement. Le FMI vient de démentir, il n'y a que 35 milliards. C'est-à-dire il nous reste que 15 milliards pour boucler fin 2021. C'est-à-dire à partir de 2022... À 2022, c'est le FMI. Voilà, c'est le FMI. Voilà, pour dire la réalité. En tout cas, c'est l'endettement. Il faut savoir aussi, vous l'aviez évoqué en 2017, je crois aussi, Samir. Absolument. Même si on est en cas de récession économique, croyez-moi que cette Isaba, elle peut aussi être échappée. Pour quelle raison? Parce que comme la France, comme les États-Unis, ils vont la soutenir. La contrepartie, c'est les richesses qu'elle a. Donc, il faut que le peuple se réveille, il faut que le peuple se structure et aller de l'avant. Justement, c'est la question, le temps passe vite et je voudrais vraiment que Azouab reprenne la parole, mais rapidement, peut-être 1 minute 30, je sais que c'est un sujet complexe, pour ne pas faire peur non plus, mais ils connaissent la situation beaucoup mieux que nous. Ça serait quoi les solutions? On sait que la situation, le pouvoir d'achat a totalement baissé, que le SMIC est à 17 000, 18 000 dinars. 1 euro, c'est 200 dinars. 1 euro, 200 dinars, le pouvoir d'achat a baissé, la pauvreté... Le PCR est à 9 000. Quelles seraient les solutions alors là qui pourraient aider? Non, la solution, c'est le départ du système. On ne peut pas réformer sur le plan économique si vous avez une instabilité politique. Ce n'est pas possible. C'est aller de l'avant. Il faut que le peuple se soude, se structure et la main dans la main, animé d'une bonne volonté et pour aller de l'avant, pour pousser ne serait-ce que ce régime à une gestion tactique pour le retrait de la vie politique. Il n'y a pas d'autre. Moi, je ne vois pas d'autre solution. La seule solution, c'est le départ du système, pas la chute du système, le départ du système. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Moi, si je peux dire quelque chose justement sur la forme de ce que disait tout à l'heure Tebboune, lamentable. La forme est lamentable. Donc, à son accoutumée. Donc là, maintenant sur le fond, moi, je ne suis pas un sachant en la matière en termes de relations internationales, notamment les relations juridiques. Mais je pense que s'il existe, comme disait tout à l'heure Samir, s'il existe des relations juridiques entre les pays, il faut qu'il y ait une demande formelle et officielle d'un État pour que l'autre État puisse diligenter une enquête et puis ça va être vraiment les mécanismes et ça serait vraiment très très difficile. Tout le temps favorable. Exactement, très difficile. Mais quand on a une diaspora, enfin pas qu'une diaspora, à Paris par exemple, des manifestants, manifestantes et d'ailleurs parfois algériens ou non, même de n'importe quelle nationalité. Je vois venir. Les biens peuvent être gelés, ni plus ni moins. Bien. Après, c'était votre question. C'est ça, oui. Bon voilà, j'ai anticipé la réponse. Après même si il y aura des actions, mais ça va être très très difficile. Même ici en France, ils en souffrent des évasions fiscales. C'est tellement difficile Oui, sauf qu'en France, c'est en France, mais peut-être que là, il n'y a pas une volonté de le faire justement pour continuer. Justement, là, on ressent une mainmise. Encore faudrait-il qu'il y ait une volonté des deux parties aussi d'y aller. Et puis on ressent de plus en plus, c'est l'impression que j'ai, qu'il y a de plus en plus une mainmise affirmée. Ça c'est le cas depuis des décennies. Il faudra encore passer des heures d'émission pour en parler. Mais faudrait-il encore voir ce qu'a proposé l'Algérie de l'autre côté, parce que les relations internationales, c'est l'intérêt contre intérêt. Donc, ce qu'a proposé l'Algérie, peut-être, est plus alléchant que d'y aller diligenter des actions judiciaires. Maintenant, si on revient sur les perspectives économiques en Algérie, malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, donc il y a la mobilisation du peuple et il y a la gestion chaotique. Et malheureusement, j'ai écouté un expert une fois avant, je pense que c'était en 2017, en 2016, qui parlait des mesures drastiques. C'est-à-dire l'Algérie, il ne peut pas trouver une solution économique si on ne passe pas par des mesures drastiques économiques. Et ils ont préconisé à cette époque-là, même malgré l'euphorie financière, ils avaient proposé d'y aller de l'avant à cette époque-là pour que ces mesures-là soient moins... Les mesures d'austérité exactement soient moins douloureuses. Mais actuellement, malheureusement, avec tout ce que le bilan que tu as évoqué tout à l'heure, je pense que les mesures seront vraiment douloureuses pour notre pays. Maintenant, il faut... Avant de prendre la moindre mesure économique, quand on arrive dans une société
malade, c'est une entreprise, publique ou privée, et qu'on essaie de la redresser, la première des choses, Un audit. Exactement. Il faut un audit. Bien sûr. Personne n'est capable aujourd'hui de donner des chiffres exacts. Il faut avoir un audit complet sur la situation économique et financière. Une fois l'audit posé, excuse-moi Liège, je termine, il y a d'autres mécanismes à mettre en place. Ça veut dire la réforme du système bancaire en Algérie, la réforme du système des finances en Algérie, la réforme de l'administration algérienne. Parce que le salut économique de l'Algérie passera par l'investissement. Malheureusement, aujourd'hui, ces mécanismes ne sont pas encore disponibles ni mis en place. Je vais aller plus loin. Et c'est là où je rejoins Lies, quand il dit c'est aussi lié au départ du système. C'est un système qui a une très grande qualité, qui est surtout un défaut. Ils sont incompétents. Nous sommes face à une mondialisation. Ce système ne sait pas ce que c'est la mondialisation. Il est dans un système économique féodal. Vous imaginez? Ils sont encore à travailler comme le siècle dernier, alors qu'on est en 2020. Il y a des mécanismes économiques à mettre en place pour injecter un sang neuf dans les veines de l'économie algérienne. Sans ces systèmes-là, sans ces mécanismes-là, rien ne peut être fait. L'investisseur étranger en Algérie est prélevé de son investissement. Il est taxé, pas avec la taxation de l'État, mais avec des commissions pour pouvoir faire des affaires en Algérie. Ah oui. Quel investisseur vous voulez avoir dans un pays qui fonctionne comme ça? Il faut payer pour travailler. Pardon, hein, je pense qu'on a encore les résidus historiques de ce qu'a connu l'Algérie, des pirates. C'est à peu près ce qui se passe sur l'économie algérienne. On a des pirates. Je veux dire, Alors, vous allez justement, dernière intervention à chacun, vous allez dire ce que, bien évidemment, vous voulez réagir, mais aussi peut-être juste derrière, pour vous, en une minute, après vos propos, quel bilan vous faites de ces 365 jours? Mais terminez, vous voulez réagir sur ce que je disait veux réagir. Samir. Au fait, il faut dire qu'on n'a pas d'économie. L'Algérie, c'est un déversoir, c'est un marché. Il n'y a pas d'investisseurs en Algérie. Ceux qui viennent investir en Algérie, ils nous déversent leurs marchandises, ils repartent. Contrairement aux voisins marocains. Contrairement aux voisins marocains Oui, parce que ce pouvoir n'a pas envie de... Oui, parce qu'il faut dire, il y a une seule chose, c'est très simple. S'il n'y a pas une stabilité politique, on ne peut pas faire des réformes économiques. C'est lié, c'est intrinsèquement lié. Et si vous n'avez pas votre souveraineté économique, à quoi ça sert d'avoir une souveraineté? Les souverainetés économiques, c'est très important. Si vous êtes indépendant et souverain et vous êtes tributaire d'une société ou d'un pays, à quoi servirait? C'est ça. Donc c'est ça. C'est un pouvoir qui n'a pas aussi envie de voir aussi une économie fleurir, des start-up. Alors même s'il a parlé de start-up. Alors juste une minute, Yes, vraiment une minute. Ce bilan pour vous, 365 jours, c'était un peu là aussi la thématique ce soir. Moi, au fait, donc il faut sortir de la temporalité un petit peu. Il faut aller de l'avant. C'est un 365 jours, il faut dire que ce régime, il refuse, il n'est pas enclin au changement, il n'est pas enclin à l'ouverture démocratique, il veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, donc il ne veut rien savoir. Au contraire, moi je trouve qu'il devient de plus en plus répressif, de plus en plus dictatorial. Toutes les libertés fondamentales, individuelles, collectives, économiques sont confisquées. Qu'attendre de ce pouvoir? Moi, personnellement... La force, c'est quoi? C'est le Hirak. La force, c'est le Hirak Bini. Il dit, je reprends ce qu'il disait, le Hirak Bini. Tout le monde veut s'approprier le terme Bini. Donc, la seule force du Hirak, il faut qu'il aille de l'avant. Les actions de rue ne suffisent plus, je pense ne suffisent plus. Il faut des débats, il faut d'autres formes d'action beaucoup plus pacifiques. Et puis, il faut une coordination, aussi bien à l'intérieur
et aussi bien à la diaspora. Voilà. Samir, le dernier mot sur ce bilan et puis le point positif pour l'avenir, je pense que aussi c'est cette révolution. Je vais essayer d'être rapide. Je voulais juste relever un point, mais je ne sais pas si ça vous a échappé tout à l'heure, Chaban. Vous avez dit que le régime, en 2012 jusqu'à 2019, que Bouteflika, c'était à son insu les choses qui se sont passées en Algérie. Moi, je ne le dédouane pas. Aujourd'hui, pour moi, il est responsable de cette situation, pas seul, évidemment, avec tous les protagonistes de cette situation, mais les choses ne se sont pas passées à son insu. Alors quand je dis à son insu, c'est que quand on est malade peut-être d'un AVC et on n'a plus toutes ses capacités, il y a deux solutions. Soit on est aidé et on se met au repos, soit on est pris pour une marionnette. La violation de 2008 de la Constitution de 2008, il savait. Ah oui, non mais ça, tout ça, je parlais juste, le temps passe vite, je voudrais vraiment vous redonner la parole. Ce que je voulais juste dire, c'est que quand on est malade, parfois, bon, bah, on n'a plus ses capacités. Il a été pris pour une marionnette. Il a été aussi, son frère a beaucoup. Il a pris aussi beaucoup de gens pour des marionnettes. Oui, non, mais ça, il a créé le vide politique et aujourd'hui, le régime est complètement prisonnier de son propre marasme. Vous prêchez un convaincu, Samir. Une dernière minute, je suis désolé parce que j'ai Abdellah en régie qui va me... Il n'y a pas de souci. J'allais juste dire un bilan sur une année. C'est de pire en pire. Il y a un vrai recul. On croyait qu'on avait touché le fond. Le Hirak n'est pas mort. Mais le Hirak doit, je l'ai dit en 2019, mars, on m'a regardé avec des yeux grands comme ça, on m'a dit mais de quoi tu nous parles? Coordination, organisation. C'est une nécessité. Il faut le faire. Et les gens qui te disent personne ne doit représenter le Hirak, je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne n'a la prétention de représenter 40 millions d'Algériens. C'est comme dans toutes les sociétés, il y a des représentations de chaque idéologie, de chaque vision. Alors, attention, cette fois-ci, il faut s'organiser. Voilà. On peut continuer à marcher, s'organiser. Allez. Oui, bien sûr. Dernier mot pour vous. Le dernier mot, je pense, il faut qu'on saisisse cette situation justement pour y aller et d'arracher un compromis entre toutes les parties de la société algérienne. Plus l'objectif s'éloigne, plus le compromis est faisable. Donc je pense qu'il faut qu'on essaye de se rapprocher entre toutes les parties démocratiques et essayer d'arriver à un compromis, ce on peut l'appeler compromis démocratique ou compromis social, mais pourvu qu'on arrive à mettre en place des règles démocratiques, c'est avec cela qu'on pourrait mettre le pouvoir devant le fait accompli et vraiment à ce qu'il y ait une alternative à ce pouvoir, même à offrir aux autres puissances étrangères. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Karim Kebira, journaliste en direct d'Algérie, Asdine Toumi en direct d'Alger, militant politique. Merci à Zoua Ouchemrouk d'avoir été avec moi. C'est un réel plaisir, militant politique. Samir Yahyaoui, c'est toujours un plaisir de vous avoir, bien évidemment, analyste politique. Et puis Elias Djebali, ingénieur économiste financier, fondateur de l'Algérie droit devant. Oui, l'Algérie droit devant. En tout cas, elle est partie pour continuer. Merci Karim, Abdellah, Mustafa, Ramdan. Et puis, je crois que j'ai cité tout le monde. Et Mehdi, bien évidemment, parce que sans lui, il n'y aurait pas de son. Demain, sur Aouras TV, la couverture continue pour ces 1 an. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook d'Aouras TV. À très vite. Merci pour votre fidélité.